on est là pour vous parler de formation parce que on pense que c'est une étape clé et essentielle pour du coup lancer une transformation en profondeur des activités dans une entreprise. Et pour vous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier et Claire pour nous donner un exemple concret de la réussite d'un lancement de projet de formation. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, et peut-être aussi expliquer le rôle que vous avez eu chacun dans le projet? Oui, bonjour à tous. Donc moi c'est Claire Le Sieur, je suis Key Account Manager chez AXA Climate et plus précisément à la Climate School. Et donc mon quotidien c'est d'accompagner nos partenaires dans le déploiement de nos différentes offres de formation auprès de leurs collaborateurs. Et ça fait plus d'1 an que je travaille donc main dans la main avec Aegis et notamment avec Olivier. Je suis Olivier Ledru, bonjour à toutes et tous, ravi d'être ici parmi vous. Je m'occupe de l'éco-conception chez Aegis. Aegis est un groupe mondial d'architecture, de conseil, d'ingénierie et d'exploitation, principalement orienté vers les infrastructures et les bâtiments, avec un gros focus sur la soutenabilité. Et le rôle que tu as pu avoir dans le projet, du coup? En tant que responsable de l'éco-conception au niveau du groupe Aegis, nous nous sommes fixés un objectif. En plus des objectifs de décarbonation avec le SBTI, chez nous, le SBTI il a été validé cette nuit, pour votre info. Bravo. Nous sommes fixés un objectif ambitieux d'atteindre 100% de projets éco-conçus. Et quand on dit projets éco-conçus, ce sont les projets de nos clients, qui sont des développeurs d'infrastructures, de bâtiments, etc. 100% de projets éco-conçus en 2030, ça c'est notre objectif, long terme. Et pour ce faire, le gros volet pour commencer, c'est la formation du plus grand nombre. On va en parler justement dans cette table ronde, avec un pilotage original entre la direction ESG Climat, à laquelle j'appartiens, et la direction des ressources humaines du groupe. Ok, donc c'est vraiment un copilotage hyper intéressant. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu du contexte dans lequel ce projet, dans lequel il est arrivé au sein d'Aegis? Oui, alors ça fait longtemps qu'on est engagé dans la trajectoire de décarbonation sans avoir attendu le SBTI. Et aujourd'hui, le constat, c'est que la réglementation qui s'impose sur tous les projets qui sont des projets de construction, cette réglementation, finalement, elle ne va pas assez vite par rapport à la vitesse de la crise climatique, par rapport à la vitesse de l'effondrement de la biodiversité. Et donc, on a eu l'idée de développer un référentiel d'éco-conception pour intégrer de manière systémique à la fois les enjeux d'atténuation de gaz à effet de serre, les enjeux de préservation de la biodiversité et aussi toutes les pollutions, la consommation d'énergie, les déchets, l'économie circulaire, on en a parlé un peu plus tôt dans la matinée, et aussi l'adaptation au changement climatique. Parce que nos projets, même un projet de métro, c'est un projet qui peut avoir des impacts négatifs sur l'environnement. Évidemment, sur le long terme, il vise aussi des impacts positifs sur le changement du système de mobilité. Mais c'est aussi un projet qui est vulnérable à l'heure du réchauffement climatique et des événements climatiques extrêmes. Donc l'éco-conception pour nous, ça vise à intégrer tous ces éléments-là, l'atténuation et l'adaptation. Et aujourd'hui, on a besoin d'aller beaucoup plus loin que la réglementation, sauf quelques exceptions, je pense par exemple au secteur du bâtiment en France. Et en plus de cela, c'est un enjeu à la fois par rapport à certains de nos clients. Nous avons des clients qui basculent complètement aussi. Je vais citer, je ne sais pas s'il y a des personnes dans la salle de la Société des grands projets, qui érigent maintenant le principe du design to planet comme principe suprême de décision à l'échelle des projets, versus des décennies de design to cost. Donc le pilotage par le CAPEX et l'OPEX éventuellement. Et puis c'est aussi un enjeu par rapport à nos collaborateurs, collaboratrices. De plus en plus d'exigences sont perçues dans les personnes, et notamment les plus jeunes qui nous rejoignent. Donc c'est non seulement un sujet de marque employeur, mais aussi une exigence d'avoir de plus en plus de collègues, hommes et femmes, qui sont alignés, qui se sentent en accord avec les projets sur lesquels nous travaillons. Tout à fait. Et tu me parlais aussi en préparant cette interview de l'envie d'aller plus loin dans les projets, justement, de prendre en compte des choses qui n'existent pas, enfin qui ne se sont pas passées encore dans le passé, le futur. Oui, alors l'idée c'est vraiment de se projeter dans notre système d'éco-conception. On a des thématiques environnementales et on a une logique de niveau de performance avec un niveau minimum requis pour considérer qu'un projet est éco-conçu et avec des niveaux de performance supplémentaires pour aller au-delà vers des projets qui vont aller chercher le maximum d'impact positif. Alors évidemment, il y a tout le volet carbone avec du net zéro, voire dans certains cas des projets qui peuvent être positifs en termes de bilan de gaz à effet de serre. Et la même chose sur la biodiversité, des choses similaires sur l'artificialisation des sols. Et donc l'idée, c'est vraiment de se mettre dans une logique de progrès et de poser ce cadre
avec nos clients. Et pour ce faire, en fait, on a besoin de changer d'échelle. Parce que depuis que l'on travaille dans les secteurs de la construction, il y a la réglementation qui existe depuis des années. Il y a des études d'impact environnemental, il peut y avoir des études loi sur l'eau, etc. Mais comme je disais, on a besoin d'aller au-delà. Et pour aller au-delà, c'est continuer à travailler avec les experts sur les réglementations qui existent, et puis trouver des nouvelles solutions. Et pour ce faire, c'est réussir à ce que l'affaire de l'éco-conception, la prise en compte des enjeux environnementaux, ce ne soit pas seulement l'affaire d'une équipe de spécialistes, mais l'affaire de toute une équipe projet, à commencer par le responsable ou la responsable du projet, les différents ingénieurs ou architectes qui vont contribuer sur ce projet, tout en continuant à travailler avec l'expertise. Et on a aussi un enjeu d'engagement des parties prenantes, de nos partenaires, des urbanistes, des paysagistes, des bureaux d'études plus spécialisés que nous, et aussi d'engager les entreprises qui vont ensuite réaliser les projets que nous concevons. Très clair, merci beaucoup. Et donc Claire, concrètement, le projet de formation, est-ce que tu peux nous le détailler, nous expliquer un peu plus ce qui a été fait ? Ouais. Donc en fait, Aegis est venu nous voir avec leur référentiel pour atteindre 100% de projets éco-conçus à 2030, qui s'appelle donc Act for Eco-Design. En fait, c'est séparé en 7 piliers. Donc on va avoir des thématiques comme le changement climatique, l'adaptation, la biodiversité, la surexploitation des ressources. Et ça, on avait la chance que la Climate School couvrait déjà ces sujets-là. Pour les autres thématiques, je pense notamment pollution et artificialisation des sols ou l'évaluation carbone, c'est des thématiques qui étaient plus spécifiques aux activités d'Aegis. Et donc là, on a décidé de travailler main dans la main avec de la matière des experts d'Aegis, des ingénieurs d'Aegis, et aussi les experts et scientifiques d'AXA Climate, ainsi que nos équipes de création de contenu et ingénieurs pédagogiques, pour créer des modules de formation vraiment dédiés à l'activité d'Aegis. Et puis autour de ce plan de formation, on est venu enrober le tout avec une conférence sur les limites planétaires, avec des épisodes de notre web-série qui s'appelle donc Climate Brief, qui vient décortiquer de façon ludique et plutôt originale différents enjeux de transition. Et donc, on est venu en fait infuser une culture, et c'est là où le projet a beaucoup d'impact, c'est aller créer des discussions avec des collègues. Et pour moi, c'est la force de ce qu'on a réussi à déployer chez Aegis, c'est que le programme est adapté à littéralement à tous les niveaux de l'entreprise. Tous les collaborateurs peuvent se sentir concernés. Et pour moi, c'était également une des raisons pour lesquelles Aegis avait choisi la Climate School, c'est que non seulement nos contenus, mais aussi nos pricing sont adaptés à notre conviction, qui est qu'il faut s'adresser à toutes les parties prenantes pour réussir la transition de nos activités. Je ne vous ai pas donné de chiffres. Aegis, c'est un groupe de 20 000 personnes à l'échelle de la planète entière. Pour les personnes qui sont en responsabilité de conception dans les projets, c'est à peu près un quart de la population. Et donc on a un objectif à fin 2025 d'avoir formé plus de 5500 personnes, des ingénieurs, des architectes, des responsables de projet et aussi des commerciaux pour contribuer à faire bouger nos clients quand les clients n'ont pas d'exigences particulières. Donc ça, c'est un premier volet de notre programme de formation Act for Eco-Design. 5500 personnes, avec toute la complexité que ça suppose de déployer un programme sur tous les continents avec des différences culturelles. On y reviendra peut-être après. Et puis pour les 3/4 de l'effectif, parce qu'Aegis, c'est aussi un groupe d'exploitation, donc on a du personnel d'exploitation qui font tourner des autoroutes, des aéroports, des systèmes de mobilité. Pour ces personnes-là, et pour les personnes qui n'ont pas de responsabilité de conception, on a un dispositif plus léger, qu'on va plutôt qualifier dans le domaine de la sensibilisation, en s'appuyant justement sur la série Climate Brief. Super, donc là on est vraiment sur comment s'adapter aussi à l'entreprise, aux profils différents de l'entreprise, aux objectifs aussi qu'on a en fonction des différentes équipes. Mais l'idée c'est vraiment d'embarquer l'ensemble des collaborateurs. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Génial, merci. Et justement, alors après ce déploiement qui a eu lieu, est-ce que tu as déjà des premiers retours en interne ? Est-ce que tu peux peut-être nous partager un exemple d'impact que tu as pu voir, que tu as pu constater à la suite du lancement de ce projet de formation ? Je pense que la première chose, c'est déjà, je perçois que nous répondons à une attente. Comme je disais tout à l'heure,
il y a une forte attente dans nos équipes et encore plus chez les personnes qui nous rejoignent parce que les personnes qui nous rejoignent savent qu'on a des engagements particuliers. J'ai oublié de vous dire aussi que les engagements d'éco-conception sont des engagements que nous inscrivons dans un instrument financier qui nous lie vis-à-vis de nos partenaires financiers. Quand on emprunte de l'argent aujourd'hui, on est redevable vis-à-vis des banques qui nous financent de tenir nos objectifs d'éco-conception et également de décarbonation. Mais si je referme cette parenthèse, donc on répond à une attente et donc je reçois beaucoup de retours positifs de personnes qui disent bah voilà, finalement moi je pensais pas au départ que je pouvais aussi participer à ce sujet de réduire l'impact négatif et chercher des solutions d'impact positif. Donc là encore c'est cette idée de sortir de l'affaire de quelques expertes et donc il y a un phénomène de changement de regard qui se passe que finalement et je pense que c'est un peu peut-être aussi quelque chose que vous vivez dans votre vie personnelle ou professionnelle, c'est que nous avons tous cette capacité d'augmenter notre niveau de perception des impacts de nos activités, à la fois nos activités personnelles et les activités dans l'entreprise, et que face à cette élévation du niveau de conscience, en quelque sorte, eh bien, nous avons aussi des leviers, alors à condition de les mobiliser avec la bonne expertise, la bonne intelligence, et de se placer aussi dans une perspective à moyen terme. Et donc, il y a vraiment cette idée que l'autre jour, un chef de projet me disait, bah voilà, je suis en train de répondre à un appel d'offres sur un grand projet à Copenhague, je suis challengé sur le carbone, mais je me rends compte que grâce à cette ouverture sur les autres thématiques, je peux aussi amener des sujets d'économie circulaire, de moins de consommation des ressources, de respect de la biodiversité, de moins de consommation d'eau, d'énergie, etc. Et ça, c'est quelque chose qui met en mouvement davantage de monde dans l'entreprise et qui, nous l'espérons, fera aussi bouger nos clients, nos partenaires. Oui, c'est ce que tu as ressenti après, du coup, en suivant cette formation. Ça a permis aux gens d'avoir cette nouvelle paire de lunettes. On en parle à la Climate School, on parle souvent de cette nouvelle paire de lunettes. Mais donc, arriver à faire prendre conscience aux gens, même dans la manière d'aborder les projets, d'intégrer la planète dans sa globalité comme partie prenante même d'un projet et donc à réfléchir, la mettre vraiment dans le projet, la considérer. Et dans un contexte où on a encore une minorité de clients qui a de grosses exigences, la Société des grands projets étant un de ces clients-là, c'est important pour tous les acteurs de l'écosystème, à commencer par nos commerciaux, dans les discussions qu'ils ont avec les clients, avec les parties prenantes externes, de pouvoir, grâce aussi à cette formation, poser le sujet et commencer à amener des idées, à faire bouger les lignes des exigences pour... et je vois que ça se passe de plus en plus, pas seulement en France. On a aussi des expériences au Moyen-Orient, des expériences en Australie, des expériences au Canada. Donc ça, comme un intervenant disait tout à l'heure, ça bouge un petit peu de partout, mais on peut aussi mettre plus d'énergie pour accélérer encore le changement. Tout à fait. Dans les défis, tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais là tu parles de tes collègues en Australie, au Moyen-Orient. Je sais que dans le passage à l'échelle, vous avez identifié quelques défis déjà à venir dans le déploiement de la formation. Peut-être que des gens vont pouvoir se voir dans ces défis. Est-ce que tu peux en parler rapidement ? Ce programme de formation, on l'a positionné sur 3 ans, en commençant principalement par la France, là où il y a le siège du groupe. Et on a ouvert cette année sur l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud. Et l'année prochaine, on passera à la planète entière avec l'Asie et les Amériques. Donc on passe de 1700 personnes formées l'an dernier à la fin de l'année prochaine, environ 5500 personnes, je pense. Et on est dans la complexité d'un déploiement à grande échelle, avec des milliers de personnes, avec des différences de culture. En Australie, on me dit nous, le bon format, c'est du micro-learning. On travaille pas sur des modules qui sont plus de 20 minutes. Ça tombe bien, parce que dans le catalogue AXA, la base du catalogue, c'est plutôt des modules courts. À l'inverse, dans d'autres pays, il va y avoir une sensibilité plutôt pour travailler sur des événements, sur du présentiel, sur de la relation interpersonnelle et pas que sur du e-learning. Donc on est dans toute cette démarche d'ajustement en fonction des réalités, des pratiques locales. Et puis aussi on a des contraintes qui sont liées à la façon dont nos collègues travaillent. Par exemple au Moyen-Orient, nos ingénieurs et nos architectes travaillent beaucoup dans les bureaux de nos clients. Alors ça peut être délicat quand on est dans le bureau du client de faire un e-learning pour Régis. Donc il y a toutes ces particularités qui sont là. Et c'est ça qui est passionnant dans ce projet. Et l'avantage aussi de la démarche avec AXA, c'est qu'il y a toute une palette de solutions possibles, déjà disponibles sur catalogue ou des choses qu'on a construites ensemble, qui permettent
viser cet objectif de former 5500 personnes d'ici la fin 2025. Exactement, et donc de s'adapter à tous ces défis et tout cet objectif. Génial. Et donc Claire, toi peut-être un retour que tu vas nous dire sur ce que tu retiens de ce projet avec Aegis. Déjà au début de la relation, Aegis a eu la particularité de venir vers nous avec un projet déjà bien défini. Souvent, c'est pas le cas. Moi, mon travail en général, c'est plutôt d'accompagner mes partenaires dans la définition de leurs objectifs de formation. Aegis, ils avaient pas mal de recul, donc c'est chouette, mais c'était assez surprenant aussi. Donc ça change de ce que j'ai pu faire. Et puis moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est juste au bout d'un an, l'évolution du partenariat. Bon voilà, on a commencé par Climate School, aujourd'hui on a Climate Brief, on a des modules sur mesure, on est sur scène pour vous parler, on prépare un interview, voilà. Donc il y a plein de choses à venir. Et je sais aussi qu'on va continuer à co-construire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on apprend aussi et on évolue ensemble. Donc c'est ce que je retiens. Je vois que le temps défile, on pourrait en parler pendant des heures, mais peut-être une dernière chose, un conseil que tu pourrais donner, peut-être Olivier, aux gens qui nous regardent, qui voudraient se lancer dans un projet comme ça, mais qui ne savent pas trop par où commencer. Peut-être 3 choses. La première, c'est que jusqu'à présent, à part effectivement dans le teaser, on n'a pas beaucoup parlé de formation aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là peut-être, mais je pense que c'est intéressant en plus du recours à l'expertise, en plus d'activer les leviers de financement, de se poser la question, de vous poser la question, en quoi la formation peut-elle être un levier? Et vous avez la possibilité d'en parler dans l'entreprise, autour de vous, d'en parler avec des acteurs comme AXA Climate. Si vous voulez en parler avec moi, je suis aussi à votre disposition, bien évidemment. Donc peut-être posez-vous la question de la formation en tant que levier, parlez-en en interne et en externe. Et c'est toujours intéressant de se lancer sur un premier cas d'école, ça peut être avec une équipe, sur un projet, un service. Je pense que c'est une recommandation d'être très pragmatique et de commencer par étapes, tout en petit à petit, au fur et à mesure que si vous n'avez pas déjà la stratégie globale, tout en visant de déterminer un objectif moyen terme, comme celui que je vous ai cité chez nous, 100% de projets éco-conscients en 2030 et puis 5500 personnes formées l'année prochaine. C'est à la fois du très pratique, de la démarche itérative, ouverte sur votre écosystème et puis avec une ambition qui va naturellement apparaître. Merci beaucoup à tous les deux. Si je résume, donc en gros, foncez, lancez-vous, on n'a plus le temps et puis de toute façon c'est jamais le bon moment, donc il faut bien commencer à un moment, quelque part, donc faut y aller et puis surtout que la transition c'est un projet collectif, tout le monde est concerné et donc c'est vraiment l'idée d'embarquer l'ensemble des collaborateurs pour leur donner les moyens en gros comprendre pour agir et comprendre aussi comment agir pour venir aider et accélérer la transformation des activités dans l'entreprise. C'est vraiment ça. C'est ça. Ça peut être très enthousiasmant. Génial, on va finir là-dessus. Merci beaucoup et n'hésitez pas à venir nous voir, comme Olivier le disait très bien. On est là encore une bonne partie de la journée. On a un petit stand à l'entrée. Donc vraiment, venez échanger avec nous, vous posez vos questions, vos remarques. On serait ravis de continuer l'échange. Merci.